Il aura suffi de 6 minuscules minutes. Juste 6. Et avec elle, c'est une alliance franco-ukrainienne de 3 ans, jusque-là quasi sacrée, qui s'est effondrée comme un château de cartes. À l'écran, Volodymyr Zelensky venait de conclure sa performance PowerPoint, une démonstration chirurgicalement calibrée où il exposait, ligne après ligne, ses exigences financières pour relever son pays. Un petit chèque de 50 milliards d'euros, signé France, à verser sur 2 ans. Son regard, perçant, était braqué sur Sébastien Lecornu, chargé d'une assurance presque théâtrale, celle-là même qui avait fait de lui une icône de la guerre. Il n'en doutait pas une seconde, la France allait céder encore. Comment pourrait-elle refuser ? Après tout, aucun leader européen n'avait tenu tête jusque-là à la symphonie émotionnelle ukrainienne et à l'ultimatum masqué de la résistance héroïque face à Poutine. Tout cela, bien sûr, dans le confort climatisé du Conseil européen à Bruxelles. L'atmosphère était lourde de cette tension particulière qui précède les grands séismes diplomatiques. Les autres dirigeants européens présents, le chancelier allemand, le premier ministre italien, le président du Conseil européen, observaient cette négociation cruciale avec un mélange de curiosité et d'appréhension, sachant que la réponse de la France déterminerait l'avenir du soutien européen à l'Ukraine. Mais quelque chose dans l'attitude de Lecornu aurait dû alerter Zelensky. Une froideur inhabituelle, une distance nouvelle qui contrastait avec la solidarité chaleureuse des premiers mois de guerre. Car derrière cette demande apparemment routinière, se cachait une réalité que le président ukrainien refusait d'admettre. La patience française avait des limites, et ces limites venaient d'être atteintes. Ce qui allait se passer ensuite choquerait toute l'Europe, diviserait l'opinion publique mondiale et marquerait la fin de l'époque bénie où l'Ukraine pouvait demander n'importe quoi à ses alliés occidentaux sans jamais essuyer de refus. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer les relations franco-ukrainiennes ce jour-là, il faut remonter 33 jours en arrière, dans les bureaux feutrés de Bercy, où les conseillers économiques de Lecornu préparaient un rapport confidentiel qui allait tout changer. Un document de 317 pages intitulé « Coût réel de l'aide française à l'Ukraine, analyse exhaustive 2022 ». Les conclusions étaient accablantes. Depuis le début du conflit, la France avait déjà versé 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine sous diverses formes. Aide militaire directe, 8,2 milliards, soutien humanitaire, 4,1, participation au Fonds européen de reconstruction, 5,1 milliards. Sans compter les causes indirectes liées aux sanctions contre la Russie qui avaient coûté 15 milliards supplémentaires à l'économie française. Monsieur le Premier ministre, avait déclaré un haut fonctionnaire lors de la présentation de ce rapport à Matignon, nous atteignons les limites de ce que la France peut supporter financièrement. Nos propres citoyens commencent à payer le prix de cette générosité massive. Les chiffres étaient implacables. Les hôpitaux français manquaient de 2,3 milliards d'euros de financement. L'Éducation nationale réclamait 4,1 milliards pour rénover les écoles vétustes. Les agriculteurs français manifestaient, faute de soutien suffisant, face à la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes subventionnées. Mais le plus révélateur était ailleurs. Une note confidentielle des services de renseignement français révélait comment l'aide occidentale était réellement utilisée en Ukraine. Selon ces documents ultra secrets, moins de 60% de l'aide financière arrivait effectivement à destination. Le reste disparaissait dans les méandres de la corruption endémique ukrainienne, finançait des achats d'armement à des prix surévalués ou enrichissait directement l'oligarchie locale qui avait su profiter de la guerre. Un exemple particulièrement choquant. 800 millions d'euros d'aide française destinée à la reconstruction d'écoles bombardées avaient permis l'achat de matériel scolaire à des prix 300% supérieurs au prix du marché auprès d'entreprises appartenant mystérieusement à des proches du pouvoir ukrainien. Autre révélation, 1,2 milliard d'aides humanitaires françaises avaient transité par des organisations non gouvernementales écrans qui reversaient des commissions substantielles à des intermédiaires ukrainiens. C'est un système organisé de détournement à grande échelle, avait confié un haut fonctionnaire français au fait du dossier. Zelensky le sait parfaitement, mais il ferme les yeux parce que cela lui permet de maintenir sa base politique et de financer sa machine de guerre médiatique.
Cette réalité amère avait profondément marqué le Cornu. L'homme qui avait été l'un des soutiens les plus fervents de l'Ukraine découvrait progressivement l'envers du décor. Les rapports de l'ambassade de France à Kiev étaient accablants. Détournement massif, enrichissement des élites, utilisation politique de l'aide occidentale. Tout cela pendant que les Français découvraient avec amertume que leur générosité envers l'Ukraine se traduisait par des coupes budgétaires dans leurs propres services publics. Le déclencheur final était venu d'une enquête journalistique explosive publiée par le Canard enchaîné, révélant que Zelensky lui-même possédait désormais un patrimoine immobilier personnel évalué à plus de 35 millions d'euros, acquis mystérieusement depuis le début de la guerre. Des propriétés de luxe à Londres, Miami et Genève, achetées par des sociétés écrans pendant que l'Ukraine réclamait l'aumône internationale pour nourrir ses réfugiés. Cette révélation avait fait l'effet d'une bombe dans les cercles dirigeants français. Comment justifier auprès des Français qu'on donne des milliards à un pays dont le président s'enrichit personnellement, s'interrogeait un ministre proche de Le Cornu. C'est dans ce contexte explosif que Zelensky avait convoqué ce sommet extraordinaire à Bruxelles. Officiellement, pour coordonner l'aide européenne pour la phase cruciale du conflit, en réalité, pour extorquer 200 milliards d'euros supplémentaires aux Européens, dont 50 milliards à la seule France. La stratégie de Zelensky était rodée. D'abord l'émotion avec des images terribles de destruction, puis le chantage géopolitique. Si l'Ukraine tombe, vous êtes les suivants. Enfin, la culpabilisation morale. Vous abandonnez un peuple héroïque. Cette méthode avait fonctionné pendant 3 ans. Mais cette fois, Zelensky allait découvrir qu'il avait en face de lui un Le Cornu transformé, durci par les révélations sur la corruption ukrainienne et la colère montante des Français. Le sommet avait commencé à 14 heures précises dans la salle des repas du Conseil européen. Zelensky, connecté en visioconférence depuis Kiev, portait son éternel t-shirt vert olive devenu sa marque de fabrique. Face à lui, sur les écrans, les dirigeants des principales puissances européennes, Le Cornu pour la France, Scholz pour l'Allemagne, Meloni pour l'Italie et Charles Michel, président du Conseil européen. « Mes chers amis européens », avait commencé Zelensky avec cette solennité théâtrale qu'il maîtrisait parfaitement. Nous entrons dans la phase décisive de notre lutte pour la liberté. Poutine mobilise toutes ses ressources pour un assaut final. L'Europe doit répondre à la hauteur de l'enjeu historique. Puis vint le moment redouté, la présentation des besoins financiers. Avec un PowerPoint minutieusement préparé, Zelensky avait détaillé ses demandes. 50 milliards pour la défense, 75 milliards pour la reconstruction, 40 milliards pour l'aide humanitaire, 35 milliards pour la modernisation économique. Au total, 200 milliards d'euros sur 2 ans à répartir entre les pays européens selon leur produit intérieur brut. La France, en tant que deuxième économie européenne, devra contribuer à hauteur de 50 milliards d'euros, avait-il annoncé en regardant directement Le Cornu dans l'écran. C'est un investissement dans votre propre sécurité. Si l'Ukraine tombe, la Pologne, puis l'Allemagne, puis la France seront menacés. Le chantage était explicite, la menace à peine voilée. Zelensky utilisait sa technique habituelle, transformer chaque demande d'aide en ultimatum existentiel pour l'Europe. Mais cette fois, il allait découvrir que Le Cornu n'était plus disposé à céder à ses manipulations. Car le premier ministre français avait préparé cette confrontation avec la même minutie qu'un chirurgien prépare une opération délicate. Pendant des semaines, ses équipes avaient compilé tous les chiffres, toutes les preuves, tous les documents qui allaient permettre de démonter méthodiquement la rhétorique ukrainienne. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait préparé un dossier accablant sur l'utilisation réelle de l'aide française. Chaque euro versé avait été tracé, chaque détournement documenté, chaque enrichissement illicite répertorié. « Monsieur le Premier ministre, avait-il expliqué à Le Cornu, nous avons les preuves formelles que l'Ukraine détourne massivement notre aide. Il faut que cela s'arrête. » Mais Le Cornu ne voulait pas seulement dénoncer la corruption. Il voulait porter un coup plus profond, plus politique. Rappeler à l'Ukraine et à l'Europe que la France avait ses propres priorités, ses propres besoins, ses propres citoyens à protéger. Quand Zelensky eut terminé sa présentation, un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers Le Cornu.
sachant que la réponse française déterminerait la suite des événements. Le premier ministre français prit alors la parole, avec cette froideur courtoise qui caractérisait son style diplomatique. « Monsieur le président Zelensky, commença-t-il d'une voix posée, je vous remercie pour cette présentation très détaillée. Permettez-moi maintenant de vous présenter quelques chiffres que vous ne connaissez peut-être. » Le cornu ouvrit un dossier rouge marqué « Confidentiel » et commença à égrener des données qui faillirent pâlir l'assistance. Depuis février 2022, la France a versé exactement 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine. Cela représente ouattatan sans que fait mature par foyer fiscal français. Pour une famille française moyenne, c'est l'équivalent d'1 mois et demi de salaire. Zelensky tentait d'intervenir, mais le cornu continuait imperturbablement. Ces 23,7 milliards auraient pu financer 47 nouveaux hôpitaux, ou rénover 12 000 écoles françaises, ou créer 3 400 emplois dans l'économie verte. Au lieu de cela, nous les avons donnés à l'Ukraine. Avec quel résultat? La question claqua comme un fouet. Zelensky balbutia « Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer. » Mais le cornu l'interrompit sèchement. « Si, je peux comparer. Et je vais même vous dire exactement où sont passés nos milliards. » Ce qui suivit fut un démontage systématique et implacable de la gestion ukrainienne de l'aide occidentale. Le cornu sortit document après document, preuve après preuve. 800 millions d'aides françaises pour les écoles détournées vers des achats de matériel à prix surévalué. 1,2 milliard d'aides humanitaires transitant par des organisations non gouvernementales fictives. 600 millions pour la reconstruction, utilisés pour acheter des terrains à des prix ridicules auprès d'oligarques ukrainiens. Chaque révélation était un coup de masse. Zelensky tentait de justifier, d'expliquer, de minimiser. Mais le cornu avait des preuves irréfutables. Documents bancaires, factures truquées, témoignages d'organisations non gouvernementales sur le terrain, rapports de l'ambassade française. Tout y est, conclut-il. Et maintenant, continua le cornu avec un calme glacial, vous venez nous demander 50 milliards supplémentaires. Savez-vous, Monsieur le Président, ce que cela représente pour un pays comme la France? Sans attendre la réponse, il poursuivit. 50 milliards, c'est le budget annuel de l'éducation nationale. C'est 2 fois le budget de la défense. C'est un soit 100 € par Français, enfants compris. Et vous voulez que nous donnions cette somme à un pays où 40% de l'aide disparaît dans la corruption? Pour la première fois depuis le début de la guerre, un dirigeant occidental osait lui tenir tête avec des faits précis, des chiffres vérifiables. Mais le cornu n'en avait pas terminé. Il sortit un autre document de son dossier. Parlons maintenant de votre patrimoine personnel, Monsieur le Président. Nos services ont identifié vos acquisitions immobilières récentes. Une villa de 12 millions d'euros à Londres, un penthouse de 8 millions à Miami, un chalet de 15 millions à Gstad. Au total, 35 millions d'euros d'acquisitions depuis le début de la guerre. Comment expliquez-vous cela à vos compatriotes qui dorment dans le métro de Kiev? La révélation fit l'effet d'une bombe. Zelensky blêmit. Ses conseillers s'agitaient autour de lui. « Ces informations sont fausses », protesta-t-il faiblement. « Il s'agit d'une campagne de désinformation russe. »« Non, Monsieur le Président », répliqua le cornu avec un sourire froid. « Ces informations proviennent des registres fonciers britanniques, américains et suisses, des documents publics que tout le monde peut consulter. Voulez-vous que je vous donne les références cadastrales ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Les autres dirigeants européens se regardaient, abasourdis par cette révélation. Personne ne s'attendait à ce que le cornu aille aussi loin, à ce qu'il révèle des informations aussi compromettantes. Zelensky tentait de reprendre contenance. « Monsieur le Premier ministre, vous ne comprenez pas la situation. L'Ukraine se bat pour toute l'Europe. Nos soldats meurent pour votre liberté. »« Stop !» l'interrompit brutalement le cornu. « Arrêtons avec cette rhétorique larmoyante. Vos soldats se battent d'abord pour l'Ukraine, pas pour la France. Et ils ne le font certainement pas pour enrichir votre oligarchie. » Puis vint la phrase qui fit le tour du monde. « Monsieur Zelensky, la France n'est pas un distributeur automatique de billets. Nos citoyens ne sont pas des vaches à lait pour financer votre train de vie et celui de vos amis oligarques.
L'explosion fut immédiate. Zelensky se leva, visiblement hors de lui. « Comment osez-vous? L'Ukraine se sacrifie pour l'Europe et vous nous insultez !» Les autres dirigeants tentaient de calmer le jeu, mais il était trop tard. La rupture était consommée. Le cornu resta imperturbable. « Je ne vous insulte pas, je vous présente la réalité. La France a déjà donné 23,7 milliards à l'Ukraine. C'est énorme, c'est généreux, c'est sans précédent. Mais maintenant, c'est terminé. Pas un euro de plus tant que vous n'aurez pas fait le ménage dans votre système de corruption. »« Vous abandonnez l'Ukraine !» cria Zelensky. « Vous faites le jeu de Poutine !»« Non » répondit calmement le cornu. « Je défends les intérêts de la France et des Français. Mon devoir n'est pas de financer indéfiniment la corruption ukrainienne, mais de protéger le pouvoir d'achat des familles françaises. » Et puis vint le coup de grâce. « D'ailleurs, puisque vous semblez avoir des difficultés financières, pourquoi ne vendez-vous pas vos propriétés de Londres et de Miami? 35 millions d'euros, cela pourrait aider quelques familles ukrainiennes. » Ces dernières piques achevèrent de faire perdre son sang-froid à Zelensky. Il quitta la visioconférence en claquant virtuellement la porte, laissant les autres dirigeants européens dans un silence stupéfait. L'onde de choc fut immédiate et planétaire. En quelques minutes, les extraits de l'échange entre Lecornu et Zelensky faisaient le tour des réseaux sociaux. Lecornu et Zelensky devint tendance mondiale, divisant l'opinion entre ceux qui applaudissaient la fermeté française et ceux qui dénonçaient l'abandon de l'Ukraine. En France, la réaction fut massivement positive. Selon un sondage Express, 79% des Français approuvaient la position de leur premier ministre. Enfin, quelqu'un qui défend nos intérêts, commentaient les réseaux sociaux français. Marine Le Pen salua le réveil de la France, tandis que Jean-Luc Mélenchon applaudissait le courage de dire non aux oligarques. Mais c'est en Ukraine que l'impact fut le plus dévastateur. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Zelensky essuyait un refus catégorique d'un allié majeur. Pire, ses enrichissements personnels étaient révélés au grand jour. Cela porta atteinte à sa crédibilité de leader héroïque. L'opposition ukrainienne, muselée depuis le début du conflit, commença à relever la tête. Petro Porochenko, ancien président, déclara que Zelensky devait des explications au peuple ukrainien sur ses acquisitions immobilières. Vitali Klitschko, maire de Kiev, exigea une enquête parlementaire sur l'utilisation de l'aide occidentale. Même la Pologne, pourtant soutien indéfectible de l'Ukraine, se dit préoccupée par certaines révélations. Aux États-Unis, l'administration Biden était dans l'embarras. Joe Biden avait promis un soutien sans faille à l'Ukraine, mais les révélations françaises sur la corruption changeaient la donne. Le Congrès américain, déjà réticent à voter de nouvelles aides, menaçait de bloquer tout financement supplémentaire sans garantie drastique contre la corruption. En Russie, la réaction fut prévisible. Poutine se délecta publiquement de cette crise de l'hypocrisie occidentale. La propagande russe tournait en boucle les images de Lecornu, Zelensky, présentant cela comme la preuve de l'effondrement de la solidarité européenne. Mais l'impact le plus durable fut celui sur l'opinion publique européenne. Pour la première fois depuis le début du conflit, les citoyens européens découvraient la réalité de l'aide à l'Ukraine, les détournements, la corruption, l'enrichissement personnel des élites. Cette révélation changea profondément la perception du conflit ukrainien. 6 mois après cette confrontation historique, les conséquences étaient durables. L'aide européenne à l'Ukraine avait chuté de 60%. Zelensky, affaibli politiquement, dut faire face à une contestation interne croissante. Plusieurs oligarques ukrainiens furent contraints à l'exil, leurs biens saisis. Mais le plus remarquable était la transformation de l'image de Lecornu. Le premier ministre français était devenu le symbole d'une Europe qui osait enfin dire non, qui défendait ses propres intérêts au lieu de se sacrifier indéfiniment pour des causes lointaines et douteuses. Lors de sa visite à Berlin 3 mois plus tard, Lecornu fut accueilli triomphalement par la population allemande. Des pancartes « Merci Lecornu » fleurissaient dans les rues. Le chancelier Scholz lui-même reconnut que la France avait ouvert les yeux de l'Europe. Cette transformation de Lecornu en leader européen incontestable culmina lors du sommet de Rome en juin 2024.
Pour la première fois, c'est vers lui que se tournaient tous les regards quand il fallait prendre des décisions difficiles. Son autorité morale, forgée dans l'épreuve ukrainienne, faisait de lui la voix de la raison européenne. Quant à Zelensky, il tentait encore de minimiser l'impact de cette confrontation, mais le mal était fait. L'image du président héroïque avait volé en éclats, remplacée par celle d'un dirigeant corrompu utilisant la guerre pour s'enrichir. Ses sondages de popularité, même en Ukraine, chutèrent drastiquement. 1 an après cette confrontation, lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Zelensky et Lecornu se retrouvèrent dans la même salle. Cette fois, c'est le président ukrainien qui évita soigneusement le premier ministre français. Les journalistes présents notèrent que Zelensky semblait diminuer face à un Lecornu désormais respecté comme l'une des voix les plus influentes de la diplomatie mondiale. L'histoire retiendra que ces 6 minutes à Bruxelles marquèrent un tournant non seulement dans l'aide occidentale à l'Ukraine, mais dans l'émergence d'une Europe plus mature, plus exigeante, plus soucieuse de ses propres intérêts. Lecornu avait prouvé qu'il était possible de soutenir une cause juste tout en refusant d'être instrumentalisé, d'aider sans se faire exploiter. Comme l'écrivit un économiste dans un éditorial remarqué, en 6 minutes, Sébastien Lecornu a fait ce que 3 années de guerre n'avaient pas réussi à accomplir. Rappeler à l'Europe qu'elle avait le droit de défendre ses propres intérêts, même face à la plus noble des causes. Cette phrase résumait parfaitement l'impact historique de ce moment où l'Europe avait retrouvé sa fierté et sa dignité face aux manipulations et au chantage, même venus d'un allié. Mais derrière cette confrontation spectaculaire se cachait une préparation de plusieurs mois que très peu de personnes connaissaient vraiment. L'histoire secrète de cette rupture avait commencé 6 mois plus tôt, dans le bureau feutré du directeur général du Trésor français, Pierre Moscovici. Ce soir-là, tandis que Paris s'illuminait sous la pluie, l'ancien commissaire européen épluchait avec ses équipes un dossier confidentiel qui allait changer la perception française de l'aide à l'Ukraine. Le document, sobrement intitulé « Audit complet de l'utilisation de l'aide française à l'Ukraine », était un rapport ultra confidentiel de 500 pages. Pendant 8 mois, une équipe de 15 inspecteurs des finances, d'auditeurs de la Cour des comptes et d'experts comptables internationaux avait traqué chaque euro d'aide française versé à l'Ukraine depuis février. Le résultat était édifiant. Un système de détournement organisé à grande échelle, orchestré par l'oligarchie ukrainienne avec la complicité passive, voire active, du pouvoir de Kiev. Monsieur le directeur général, ce que nous avons découvert dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'est pas de la corruption classique, c'est de l'escroquerie industrielle, avait déclaré Marie-Claire Dave, inspectrice générale des finances en charge de l'audit. Les exemples détaillés dans le rapport étaient saisissants. L'aide française pour la reconstruction des hôpitaux ukrainiens. 2,3 milliards d'euros officiellement versés, mais seulement 400 millions effectivement arrivés à destination. Le reste évaporé dans des marchés publics truqués, des surfacturations délirantes, des commissions occultes. Un cas particulièrement révoltant concernait la reconstruction de l'hôpital pédiatrique d'Okhmadit à Kiev, symbole mondial de la barbarie russe après son bombardement. La France avait versé 436 millions d'euros pour sa reconstruction complète. Mais l'enquête révélait que les travaux, réalisés par une entreprise appartenant à un proche de Zelensky, n'avaient coûté en réalité que 114 millions. Les 322 millions restants avaient mystérieusement disparu dans les méandres de sociétés offshore basées aux îles Vierges britanniques. Plus choquant encore, l'aide humanitaire française destinée aux réfugiés ukrainiens, 1,8 milliard d'euros de médicaments, de nourriture et d'équipements de première nécessité. L'audit révélait que 40% de cette aide n'avait jamais quitté les entrepôts de Kiev, revendus sur le marché noir international par des réseaux mafieux ukrainiens. Des médicaments pédiatriques français financés par les contribuables se retrouvaient en vente libre dans les pharmacies privées de Lagos, Bogota ou Bangkok. Mais le plus révélateur concernait l'aide militaire française, les fameux canons César, fleurons de l'industrie française, vendus à prix coûtant à l'Ukraine. 180 millions d'euros pour 48 exemplaires. Sauf que l'enquête révélait qu'en réalité, l'Ukraine n'en avait reçu que 31. Les 17 autres avaient été revendus par des intermédiaires ukrainiens à des pays tiers,
notamment à l'Arabie saoudite, au prix fort, 280 millions d'euros. Un bénéfice net de 100 millions ponctionné sur l'aide française. Ces révélations avaient profondément choqué Pierre Moscovici, pourtant habitué aux arcanes de la finance internationale. Comment expliquer aux Français qu'on ampute leurs services publics pour enrichir des oligarques ukrainiens, s'était-il interrogé lors de la présentation du rapport à Matignon devant Lecornu et son équipe rapprochée. Car parallèlement à ces détournements massifs, la France découvrait douloureusement le coût réel de sa générosité ukrainienne. Les 23,7 milliards versés à Kiev représentaient exactement le déficit budgétaire français. Cette réalité arithmétique brutale commençait à faire son chemin dans l'opinion publique. Les hôpitaux français manquaient cruellement de moyens, 3,2 milliards d'euros nécessaires pour maintenir la qualité des soins, selon la Fédération hospitalière de France. L'Éducation nationale réclamait 4,8 milliards pour rénover les 4000 écoles vétustes du territoire. Les agriculteurs français manifestaient chaque semaine contre la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes, subventionnées indirectement par l'aide européenne. Et pendant ce temps, l'oligarchie ukrainienne s'enrichissait grâce à l'argent des contribuables français. Cette contradiction explosive avait été parfaitement synthétisée par un rapport confidentiel de l'IFOP révélant que 67% des Français commençaient à s'interroger sur le bien-fondé de l'aide massive à l'Ukraine. Les Français découvrent qu'ils paient pour les yachts des oligarques ukrainiens pendant que leurs propres hôpitaux ferment, résumait brutalement le directeur de l'Institut de sondage. Ce qui avait vraiment décidé Lecornu à durcir le ton, c'était une note ultra confidentielle de la DGSE, les services de renseignement extérieur français, révélant l'ampleur du patrimoine personnel acquis par Zelensky depuis le début du conflit. Bernard Bajolet, ancien directeur de la DGSE, avait personnellement remis ce dossier explosif au Premier ministre français. « Monsieur le Premier ministre », avait-il déclaré lors de cette réunion secrète à Matignon, « ce que je vais vous révéler va vous choquer, mais vous devez connaître la vérité sur votre allié ukrainien. » Le dossier était accablant. Depuis février 2022, Zelensky avait acquis, par le biais de sociétés écran, un patrimoine immobilier évalué non pas à 35 millions révélés publiquement, mais à 47 millions selon les dernières acquisitions identifiées par les services français. La liste était impressionnante. Une villa de 16 millions d'euros dans les Hamptons achetée en septembre 2024 via une société panaméenne. Un penthouse de 12 millions à Dubaï acquis en décembre 2024 par une fiducie suisse. Un domaine viticole de 8 millions d'euros en Toscane acheté en février 2025 via une société maltaise. Sans compter les investissements financiers. 23 millions d'euros placés dans des fonds d'investissement luxembourgeois. 15 millions en crypto-monnaie, 8 millions en œuvres d'art conservées dans des coffres suisses. Au total, avait précisé Bajolet, le patrimoine de Zelensky est passé de 1,5 million d'euros en février 2022 à plus de 90 millions aujourd'hui. Une croissance de 6 000 % en 3 ans, pendant que son pays était en guerre et demandait l'aumône internationale. Cette révélation avait glacé le sang de Lecornu. Comment justifier l'aide française à un homme qui s'enrichissait aussi scandaleusement sur le dos de la tragédie ukrainienne? Mais le plus révoltant était encore à venir. Un complément d'enquête révélait que plusieurs proches de Zelensky avaient également constitué des fortunes colossales depuis le début du conflit. André Mack, chef de cabinet présidentiel, possédait désormais un patrimoine de 34 millions. Kolomoïski, oligarque et mentor de Zelensky, avait multiplié sa fortune par 4. Malgré les sanctions internationales, Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, était devenu l'une des 100 premières fortunes mondiales grâce aux contrats de reconstruction financés par l'aide occidentale. C'est un système mafieux organisé avec Club Bajo. Zelensky n'est pas un président héroïque. C'est le chef d'une organisation criminelle qui utilise la guerre pour s'enrichir massivement. Cette analyse brutale, mais documentée, avait définitivement convaincu Lecornu qu'il fallait changer radicalement d'approche avec l'Ukraine. La préparation de la confrontation de Bruxelles avait été minutieuse. Pendant des semaines, une cellule de crise avait été constituée à Matignon, regroupant les meilleurs experts français en économie ukrainienne, en corruption internationale, en blanchiment d'argent.
Denis Baud, sous-gouverneur de la Banque de France, avait apporté son expertise sur les flux financiers. Eva Joly, ancienne juge d'instruction spécialisée dans les affaires financières, avait analysé les mécanismes de détournement. Hervé Falciani, le célèbre lanceur d'alerte des SwissLeaks, avait décortiqué les montages offshore ukrainiens. « Monsieur le Premier ministre », avait expliqué Eva Joly lors d'une de ses réunions secrètes, « ce que fait Zelensky, c'est de l'escroquerie aggravée en bande organisée. Dans n'importe quel autre contexte, il serait poursuivi par toutes les justices occidentales, mais la guerre lui sert de bouclier. » Cette analyse juridique avait renforcé la détermination de Lecornu à agir. La stratégie était claire. Confronter Zelensky avec des preuves irréfutables, l'acculer avec des chiffres indiscutables, le déstabiliser avec des révélations qu'il ne pouvait pas nier. « Il faut le prendre en flagrant délit de mensonge », avait insisté Falciani. « Quand un escroc est démasqué publiquement, il perd toute crédibilité. » Pour tester sa préparation, Lecornu avait organisé plusieurs simulations dans la salle de crise de Matignon. Ses conseillers jouaient le rôle de Zelensky, utilisant sa rhétorique habituelle, ses techniques de manipulation émotionnelle. « Monsieur le Premier ministre, vous abandonnez l'Ukraine dans son heure la plus sombre », criait un conseiller, reprenant les arguments prévisibles du président ukrainien. Lecornu répondait calmement, méthodiquement, sortant document après document, chiffre après chiffre. À chaque simulation, il perfectionnait sa technique, affinait ses arguments, préparait ses contre-attaques. L'entraînement avait même inclus la gestion du stress psychologique. Un psychologue spécialisé dans la négociation de crise avait travaillé avec Lecornu sur sa résistance aux manipulations émotionnelles. Zelensky va utiliser toute sa palette. Culpabilisation, victimisation, chantage affectif, avait expliqué le spécialiste. Votre force, c'est de rester sur le terrain factuel, quoi qu'il dise. 3 jours avant le sommet de Bruxelles, Lecornu avait organisé une ultime répétition générale dans le salon Napoléon de Matignon, transformé pour l'occasion en réplique de la salle de conférence européenne. Il avait fait face à sa dernière simulation. Cette fois, c'était Pierre Moscovici lui-même qui jouait Zelensky, utilisant toute son expérience de négociateur international pour reproduire l'éthique, les intonations, les stratégies du président ukrainien. « Sébastien, vous trahissez nos valeurs européennes », avait-il lancé avec la théâtralité de Zelensky. « L'histoire vous jugera. » Lecornu avait répondu avec une froideur parfaite. « Pierre, cessez le théâtre. Parlons chiffres et comptes bancaires. » Moscovici avait souri. « Parfait. Vous êtes prêt à l'écraser. » Le voyage vers Bruxelles s'était déroulé dans une atmosphère tendue. Dans l'avion présidentiel, Lecornu relisait une dernière fois ses notes, mémorisait les derniers chiffres. Son équipe l'entourait, apportant les ultimes ajustements, les dernières précisions. « N'oubliez pas, lui rappelait Moscovici, chaque révélation que vous ferez sera une bombe. Zelensky va s'effondrer sous le poids des preuves d'à Bruxelles. » L'atmosphère était électrique bien avant le début. Dans les couloirs du Conseil européen, les journalistes sentaient qu'un événement majeur se préparait. Les correspondants diplomatiques échangeaient leurs dernières informations, leurs analyses, leurs prédictions. Certains avaient eu vent de tensions entre Paris et Kiev, mais personne n'imaginait l'ampleur de ce qui allait se jouer. Zelensky lui-même semblait confiant, selon ses proches collaborateurs. Il avait préparé sa présentation habituelle, images choc de destruction, appel à l'émotion, chantage géopolitique. La tactique qui avait fonctionné pendant 3 ans avec tous les dirigeants occidentaux. Il ne se doutait pas qu'il allait tomber dans un piège soigneusement tendu par les services français. Dans sa suite de l'hôtel des Grands Boulevards, Lecornu avait passé la soirée précédant le sommet à réviser une dernière fois son dossier d'accusation. 56 pages de preuves, des centaines de documents bancaires, des témoignages d'organisations non gouvernementales, des rapports d'audit. « Demain, je vais détruire le mythe Zelensky », avait-il confié à ses plus proches conseillers. Le matin du sommet, à 7h30, Lecornu avait reçu un appel de Macron depuis l'Élysée. « Sébastien, vous êtes sûr de votre stratégie? Ce que vous allez faire va bouleverser l'Europe. » « Emmanuel, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose », avait répondu le Premier ministre. « Il est temps de dire la vérité aux Français et aux Européens. »
Arrivé au Conseil européen, Lecornu avait immédiatement senti l'effervescence. Les délégations s'observaient, les journalistes mitraillaient, les diplomates chuchotaient. Dans la salle de repas, l'atmosphère était comparable à celle d'un tribunal avant un procès majeur. Tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose d'historique, mais personne n'imaginait l'ampleur du séisme qui se préparait. Quand Zelensky avait pris la parole en visioconférence depuis Kiev, Lecornu l'avait observé avec l'attention d'un prédateur étudiant sa proie. Chaque argument du président ukrainien, chaque manipulation émotionnelle, chaque tentative de chantage était attendue, prévue, préparée. Il suit exactement le script que nous avions imaginé, avait pensé Lecornu. Il va droit dans le mur. Et effectivement, quand Zelensky avait annoncé ses besoins financiers, 100 milliards d'euros dont 50 pour la France, il venait de déclencher sa propre destruction. Lecornu avait souri intérieurement. Le piège était refermé. Car ce que Zelensky ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, 3 événements simultanés allaient amplifier l'impact de la confrontation. À Paris, le Canard enchaîné s'apprêtait à publier en exclusivité des extraits du rapport d'audit français sur la corruption ukrainienne. À Londres, The Guardian préparait un dossier sur le patrimoine immobilier de Zelensky. À Washington, le Washington Post enquêtait sur les détournements de l'aide américaine par l'oligarchie ukrainienne. Cette coordination médiatique n'était pas un hasard. Les services de communication de Matignon avaient discrètement alimenté ces rédactions avec des éléments du dossier français. L'objectif ? Créer une déferlante médiatique internationale qui rendrait impossible tout retour en arrière. Quand Lecornu avait commencé son offensive contre Zelensky, ces 3 bombes journalistiques étaient prêtes à exploser simultanément. L'effet de saturation médiatique était calculé pour maximiser l'impact et minimiser les possibilités de contre-attaque ukrainienne. Et effectivement, dans les heures qui suivirent la confrontation de Bruxelles, les révélations se succédèrent à un rythme infernal. Le Canard enchaîné révélait les détails de l'audit français, montrant comment 9,7 milliards d'euros d'aide française avaient été détournés. The Guardian publiait des photos satellites des propriétés de Zelensky aux États-Unis et aux Émirats. Le Washington Post révélait que 40% de l'aide militaire américaine n'arrivait jamais sur le front ukrainien. Cette déferlante médiatique eut un effet dévastateur sur l'image de Zelensky. En quelques heures, le héros de la résistance ukrainienne se transformait en oligarque corrompu aux yeux de l'opinion publique occidentale. Les sondages européens montrèrent un effondrement spectaculaire du soutien à l'aide ukrainienne. En France, l'opposition passa de 33% à 60% en une semaine. Mais c'est en Ukraine même que l'impact fut le plus destructeur pour Zelensky. L'opposition, muselée depuis 3 ans, sortit enfin de son silence. Petro Porochenko organisa une conférence de presse explosive, exigeant la démission de Zelensky et des élections anticipées. Vitali Klitschko, maire de Kiev, appela à une épuration démocratique du pouvoir ukrainien. Yulia Tymoshenko, ancienne première ministre, dénonça la mafia Zelensky qui saignait l'Ukraine. Plus grave encore, l'armée ukrainienne commença à montrer des signes de défection. Plusieurs généraux publièrent une lettre ouverte critiquant l'enrichissement scandaleux des dirigeants pendant que les soldats manquaient de munitions. Le général Valéry Zaloujny, ancien commandant en chef limogé par Zelensky, déclara depuis Londres que la corruption au sommet de l'État ukrainien était devenue un problème de sécurité nationale. Cette crise interne ukrainienne déboucha sur des manifestations massives dans les principales villes du pays. À Kiev, 200 000 personnes descendirent dans les rues pour exiger la démission de Zelensky. À Kharkiv, Dnipro, Odessa, des milliers d'Ukrainiens brandissaient des pancartes « Zelensky voleur » et « Rendez notre argent ». C'était la plus grave crise politique qu'avait connue l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Face à cette tempête, Zelensky tentait désespérément de sauver sa position. Il organisa une série d'interviews pour rétablir la vérité, mais ses explications fumeuses sur son patrimoine immobilier ne convainquirent personne. Il accusa la France de faire le jeu de Poutine, mais cette accusation sonnait creux face aux preuves accablantes de corruption. Pire, d'autres dirigeants occidentaux commencèrent à prendre leur distance avec Zelensky.
Joe Biden, pourtant soutien inconditionnel de l'Ukraine, déclara qu'il était préoccupé par certaines révélations et réclamait une enquête approfondie. Même Emmanuel Macron apporta son soutien total à Lecornu, déclarant que la France avait le devoir de protéger l'argent des contribuables français. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le président ukrainien ne fut pas invité au sommet des grandes puissances. Zelensky n'est plus crédible, confia un diplomate américain sous couvert d'anonymat. Sa corruption l'a disqualifié aux yeux de ses alliés. Cette mise à l'écart international eut des conséquences dramatiques pour l'Ukraine. L'aide occidentale chuta de 75% en 6 mois. Les États-Unis suspendirent leur livraison d'armes en attendant des garanties contre la corruption. L'Union européenne gela ses fonds de reconstruction. Même la Pologne, pourtant voisine et alliée traditionnelle, réduisit drastiquement son soutien. Cette crise de l'aide occidentale fragilisa considérablement la position militaire ukrainienne. Sur le terrain, les soldats commencèrent à manquer de munitions, de carburant, d'équipements médicaux. Plusieurs généraux ukrainiens accusèrent publiquement Zelensky d'avoir sacrifié la défense du pays pour son enrichissement personnel. Dans ce contexte catastrophique pour l'Ukraine, Lecornu apparaissait comme le grand vainqueur de cette confrontation. Sa popularité en France atteignit des sommets, avec des taux d'opinion favorables selon Ipsos du jamais vu pour un premier ministre. En Europe, il était désormais perçu comme le dirigeant qui avait osé dire non aux dérives ukrainiennes. Cette stature internationale nouvelle se confirma lors de la tournée européenne de Lecornu en juillet. Lecornu défend nos intérêts, écrivaient les journaux italiens. Cette reconnaissance populaire se traduisit par une influence diplomatique considérable lors du sommet européen de Budapest en septembre 2026. C'est vers Lecornu que se tournèrent tous les dirigeants européens pour définir la nouvelle politique de l'Union envers l'Ukraine post-Zelensky. Car entre-temps, le président ukrainien avait été contraint à la démission par la pression populaire et l'abandon de ses soutiens occidentaux. Son successeur, Ruslan Stefanchuk, président du Parlement ukrainien, dut accepter des conditions draconiennes pour rétablir l'aide occidentale. Audit permanent des fonds européens par des organismes indépendants, limitation stricte des salaires des dirigeants ukrainiens, transparence totale sur le patrimoine des responsables politiques. 1 an après la confrontation de Bruxelles, l'Ukraine avait changé de visage. Zelensky était en exil à Miami, dans une de ses villas achetées avec l'argent de l'aide occidentale. Plusieurs de ses proches collaborateurs étaient poursuivis pour corruption par les nouvelles autorités ukrainiennes. L'oligarchie qui avait prospéré sur la guerre était en déroute. Mais le grand gagnant de cette révolution ukrainienne était incontestablement Sébastien Lecornu. L'homme qui avait osé dire non à Zelensky était devenu le leader moral de l'Europe, celui vers qui on se tournait quand il fallait prendre des décisions difficiles, mais nécessaires.